Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre du Club Janus à Clermont-Ferrand. On peut dire que le succès est au rendez-vous au vu du nombre de personnes qui sont venues, nombreuses et nombreux, eh bien tout simplement assister à cette nouvelle rencontre, une rencontre exceptionnelle puisqu'aujourd'hui nous accueillons Geoffroy de Laganerie. Mon Dieu. Je me demandais quelle allait être votre réaction quand j'allais dire ça. Non, il ne s'agit pas de Geoffroy de Laganerie. Nous allons redire un mot dans quelques instants, peut-être que nous aurons l'occasion de reparler de lui, puisque vous l'évoquez à plusieurs reprises dans l'un de vos ouvrages. Nous avons aujourd'hui avec nous un monument. L'auteur d'une œuvre considérable, œuvre digne de la plus grande considération, ne serait-ce que par son volume, plus d'une cinquantaine d'ouvrages. Nous avons avec nous Pierre Jourde. Bonsoir Pierre Jourde. Bonsoir, merci d'être là malgré les embouteillages que j'ai pu constater. C'était une épreuve, mais vous êtes avec nous et vous avez très gentiment accepté notre invitation. Soyez-en remerciés. Si vous le voulez bien, avant de commencer, je vais un petit peu vous présenter ou vous représenter pour notre public. Vous êtes né en 1955 à Créteil, dans une famille qui était originaire de l'Auvergne. Nous en reparlerons plus tard, puisque vous avez, je crois, un certain attachement pour cette région. Vous ne me démentirez pas, non ? J'ai pas seulement un attachement, j'ai une ferme. Une ferme avec des vaches dedans. C'est pas si fréquent en fait d'être encore propriétaire d'une ferme en Auvergne. J'y suis extrêmement attaché. Ouais. On a des fermiers depuis 3 générations qui travaillent ces terres. Vous êtes agrégé de lettres modernes, vous avez enseigné dans le secondaire, dans le supérieur, des milieux que vous évoquerez plus tard dans vos essais et dans vos romans. Et votre passion pour la littérature vous a conduit très tôt à explorer des œuvres aussi diverses et aussi exigeantes que celles de Julien Gracq, de Borges, de Vialat, de Huysmans. Vous avez d'ailleurs co-dirigé l'édition Pléiade de ce dernier auteur, ainsi que la récente édition Folio d'Arrebourg. Un travail considérable, nous en parlions il y a un instant, je crois, 3 années de travail. Oui, en fait, j'ai 3 veines. La plus importante pour moi, c'était la veine romanesque. Mais en tant qu'universitaire, j'ai produit un certain nombre de travaux universitaires, donc effectivement cette Pléiade Huysmans et l'édition Folio, dont je n'hésite pas à dire qu'il y a 1000 notes de bas de page pour éclairer un petit peu le texte. Et la 3e veine, c'est la veine, disons, critique et un peu polémique. Et j'oubliais aussi la poésie qui est aussi mon violon dingue. J'allais le dire, 17 romans et autres œuvres narratives, une douzaine d'œuvres poétiques, et en parallèle de cette œuvre de pure création, vous l'avez dit vous-même, 22 essais et œuvres critiques. Les plus récents, ce sont La tyrannie vertueuse et On achève bien la culture. J'en parlerai dans un instant et nous aurons l'occasion de parler de leur contenu. Ma première question, elle sera très simple. Vous avez mené de front cette œuvre, je le disais, de création littéraire, et une œuvre tout aussi riche de réflexion, que ce soit sur la littérature elle-même ou sur la société. Pourquoi cette volonté permanente chez vous de creuser en parallèle 2 sillons, pour employer une métaphore paysanne justement, qui vous sied peut-être ? Non, mais c'était pas prévu du tout cette histoire-là. Notamment la veine polémique. La veine polémique, elle est née très clairement. J'étais prof à la fac de Tours. Et puis, comme tout prof qui se respecte, je lisais Le Monde des livres, avec des critiques littéraires. Et puis, j'allais dans une petite librairie qui était en face de la fac, et je regardais, où j'achetais les livres qui étaient recommandés, et je tombais des nues en me disant, mais comment peuvent-ils parler, présenter comme des textes géniaux, des merdes pareilles ? Et au bout d'un moment, ça m'a quand même posé problème. Et j'ai effectivement, je suis parti là-dedans, j'ai publié un livre qui n'était pas uniquement sur la mauvaise qualité des textes, mais surtout sur l'écart entre le discours critique et les textes qui étaient présentés. Et malheureusement, je crains que ça n'ait pas servi à grand-chose. En tout cas, ça n'a pas beaucoup changé, cet écart.
C'est-à-dire que la critique littéraire française, n'hésitons pas à le dire, est extrêmement mauvaise. Mais d'un point de vue universitaire, vous savez, j'ai aussi participé à des volumes d'histoire de la critique. C'est-à-dire que vous prenez Musset, vous prenez Nerval, et vous sortez toutes les critiques de l'époque, enfin l'essentiel des critiques de l'époque, parce qu'il y en a trop. Et vous apercevez très vite que pratiquement toute la critique journalistique a été oubliée parce qu'elle est bête. Et que ce qui surnage, c'est la critique des écrivains sur les écrivains. Après, vous savez, il arrive qu'on se découvre des choses qui n'étaient pas claires en soi. Par exemple, à l'époque, j'ai été édité par Éric Nolot, donc qui était éditeur et qui ne gagnait pas bien sa vie. Et puis, il est allé chez Ruquier, il s'est découvert une espèce de punch médiatique qui lui va très bien, qu'il aime bien. Et en faisant ce livre, j'ai fait ressortir quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le combat, effectivement. Le fait de se colter à des textes. Parce que quand on se bat contre des textes, on se bat au nom d'une certaine esthétique, bien sûr, mais on se bat aussi contre soi-même, en réalité. Comme dans la boxe, d'ailleurs. On se bat contre quelqu'un, mais on se bat contre soi-même. Justement, vous avez pu tous constater que nous avions 2 gants de boxe ici qui illustrent votre passion pour ce sport et également votre goût pour l'affrontement, mais l'affrontement au sens noble du terme. Oh, pas forcément, non. Ah, pas forcément. Ça peut être au sens très bas du terme. Alors après plusieurs études, notamment sur les auteurs que j'ai cités, Huysmans, Vialat, vous accédez, on peut le dire, à la notoriété avec cet ouvrage explosif dont vous parliez à l'instant, La littérature sans estomac. C'est cet ouvrage qui vous fait un petit peu connaître du grand public. Oui, d'où une espèce de malentendu, puisque la critique, pour moi, c'était un petit exercice, enfin la polémique était un petit exercice parallèle, et comme j'ai été connu avec ça, à chaque fois, même encore récemment, c'était ça y est, le bagarreur des lettres publie un roman, etc. Alors qu'en fait, je suis un romantique caché. C'est ça ce qu'on ne voit pas. Non, mais je veux dire que j'accorde beaucoup plus d'importance à l'œuvre romanesque qu'à ces choses-là, même si je les assume tout à fait. Vous avez brocardé des auteurs à l'époque tels que Christine Angot, Frédéric Beigbeder, Marie Dariussec. Dans le paysage sans doute un peu plat de la littérature des années 2000, le livre n'est pas passé inaperçu, vous avez valu probablement de nombreuses inimitiés. N'y avait-il pas... Allez-y. N'y avait-il pas peut-être justement dans les attaques dont vous avez été l'objet à l'époque, déjà un embryon de ce que vous évoquerez plus tard dans La tyrannie vertueuse? Je vous cite, vous dites très précisément « La critique sans ménagement, la satire, le pamphlet ont toujours fait partie de la tradition littéraire et du débat esthétique. C'était déjà le cas dans la Grèce antique. » Et vous dites plus tard, plus loin, « Ceux qui, comme Jean-Philippe Domecq et moi-même, s'y sont risqués à nouveau, ont été traités de fascistes, de lepénistes, au mieux de réactionnaires, comme tous ceux qui ont risqué un débat sur la musique dodécaphonique. L'idée étant que la satire ou le pamphlet manifeste une haine de la modernité, voire de l'art en général, typique de l'extrême droite. N'était-ce pas déjà un embryon du wokisme que vous dénonciez dans La tyrannie vertueuse ?» Alors, du wokisme, je ne suis pas sûr, parce qu'il ne s'agissait que d'écrivains, quoique je me suis entendu dire dans certaines circonstances, mais vous en prenez à des femmes. Bah oui, aussi, oui, je suis désolé, parce qu'elles écrivent, ça leur arrive. Non, c'est pas ça. Ce qui m'a frappé surtout, c'était qu'effectivement, le débat esthétique est vraiment, a toujours été consubstantiel de la vie littéraire. Il y a un type qui s'appelait Zoïle dans l'Antiquité grecque qui s'en prenait à Homère. Bon, il avait sans doute tort, mais enfin, il développait. Vous voyez, donc c'est pas d'hier. Il y a eu les combats romantiques, il y a eu des combats autour du nouveau roman, des combats autour de l'existentialisme. Enfin, il y a eu toujours des combats. Et tout à coup, il fallait pas. Pourquoi il fallait pas ? Alors, c'est là qu'on va se rapprocher du wokisme, parce que si vous en prenez à une œuvre,
ça n'est pas bien pour deux raisons. Vous ne respectez pas. Je ne sais pas si vous entendez toujours ce mot de respect. Moi, ça commence à me donner des envies de violence. Ah, il faut respecter. Il faut respecter, ça veut dire qu'on ne touche à rien. Il faut respecter l'auteur, parce qu'il a fait l'œuvre. Il ne faut pas s'en prendre à une personne. Et deuxièmement, il faut respecter le public. J'ai entendu ça aussi dans des critiques, mais il ne respecte pas le public. Ça veut dire que si vous discutez une œuvre, si vous discutez ses principes, vous vous attendez peut-être entrer dans un débat où les gens vont dire « je suis d'accord » ou « je suis pas d'accord ». Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est un peu comme si vous disiez oui, il y a 30 millions d'Allemands qui votent pour Hitler, il faut respecter leur opinion, hein, attention. Pourquoi il faut respecter une opinion ? Une opinion, ça ne se respecte pas, ça se remet en cause, précisément parce qu'elle est une opinion. Or, maintenant, ça n'est plus possible. C'est-à-dire que chacun est dans une niche identitaire, c'est là qu'on se rapproche du wokisme, chacun est dans une niche identitaire, et il est impossible de remettre en cause quoi que ce soit. Ça fait partie de ce que j'appellerais plus généralement une atomisation de la société. C'est-à-dire que chacun se met dans une petite niche identitaire. Là, c'est un peu large. Je suis auvergnat, je suis breton, je suis noir, je suis homosexuel, je suis ceci, je suis cela. Vous ne pouvez pas me toucher. Et simplement, je suis moi. Et en tant que moi, je suis justifié. Et ça, c'est la suprême idéologie de l'individualisme contemporain, c'est-à-dire que la valeur, enfin, le moi a une valeur en soi. Ce qui est, si on y réfléchit bien, une espèce de puérilisme, c'est un néologisme, c'est-à-dire que on nous demande de nous comporter avec les autres comme avec des enfants, c'est-à-dire uniquement de les flatter, de dire que c'est bien ce qu'ils sont. Alors que, et du coup, il y a eu toute une critique littéraire qui disait, notamment à propos de Christine Angot, et à propos de toute cette énorme masse de littérature personnelle, je raconte ma vie, je raconte mes problèmes, etc., qui s'est répandue. Ça, c'est de la littérature de la vraie révolte, de la vraie remise en cause, parce que l'individu remet en cause la société. Or, cette idéologie-là, elle est complètement dépassée. L'émergence de l'individu a un sens de remise en cause, en effet, au XIXe siècle, mais on n'est plus au XIXe siècle, alors qu'aujourd'hui, au contraire, la publicité, les médias bouffent de l'individu, et bouffent de l'individu sur le mode « je suis intéressant, j'ai quelque chose à dire, j'ai fait quelque chose ? Non, je suis juste moi, et comme ça, je suis intéressant. » Toujours dans cet ouvrage, La littérature sans estomac, vous avez défendu certains auteurs, notamment Éric Chevillard, et il y a quelqu'un qui se situait un peu entre les deux, entre la critique pure et l'admiration pure, c'était un certain Michel Houellebecq. Vous l'appelez l'individu louche à l'époque. Vous écrivez, d'un côté, « On portera le jugement que l'on voudra sur les utopies et les obsessions de Houellebecq, elles lui permettent de composer un tableau poignant et cruel de notre monde. » Mais de l'autre côté, vous dites « On ne peut cependant pas se défendre d'un malaise à propos de Houellebecq, du sentiment qu'il y a là quelque chose de louche. » Et vous concluez « Dépassement ou simple entreprise de blanchiment, je n'ai pas la réponse. » Donc ma question suivante sera celle-ci. Quel est votre regard, 20 ans après, sur l'œuvre de Houellebecq, qui depuis n'a fait que se développer et gagner en audience ? Dans ces deux premiers livres, Extension du domaine de la lutte et... c'est quoi le deuxième déjà ? Les particules élémentaires, merci, le gros pavé, il a apporté quelque chose. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris la société française globalement à bras-le-corps, à travers des exemples très, très concrets, sans ménager rien ni personne, et avec un certain humour.
effectivement. Donc il apportait un ton nouveau, et justement, à partir de cette analyse de l'individualisme triomphant dans les sociétés occidentales. Le problème, à mon avis, qu'il a, c'est que depuis, il fait du Houellebecq. C'est-à-dire qu'il répète sans arrêt le même modèle avec le programme obligatoire, c'est-à-dire une fellation toutes les 50 pages, normalement. Le désespoir obligatoire. Enfin, son dernier roman, c'était vraiment une espèce de... Alors, jusqu'à présent, il était un peu méchant, il était un peu ironique et critique. Là, il s'est converti à la gentillesse, c'est encore pire. Ça devient du sentimentalisme gluant, c'est absolument insupportable. Non, je pense qu'il a apporté quelque chose, mais il s'est un peu noyé dans son succès. Il n'est plus louche, il est plus que louche, donc maintenant. Oui, c'est ça. Oui. Quels seraient donc aujourd'hui des auteurs que vous aimez ou que vous avez envie de recommander ? Il y en a. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu un Carole Martinez, par exemple, qui a pas publié beaucoup de choses, je crois 4 romans chez Gallimard, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu l'équivalent de ce qu'était le réalisme magique sud-américain, avec des personnages de femmes très étonnants. Elle a un roman médiéval qui est vraiment génial. Une femme, pour échapper à un mariage qu'on veut lui imposer, alors c'est très féministe en plus, choisit de devenir non seulement une ermite, mais une emmurée. C'est-à-dire qu'elle se fait emmurer vivante avec une petite fenêtre où on lui passe sa nourriture, etc. Et toute l'histoire de l'époque, et toute la société de l'époque est vue à travers cette femme qui est enfermée. Je trouve que c'est absolument génial, c'est toujours très bien écrit, donc je vous la recommande chaudement. Pour moi, le génie absolu, c'est Éric Chevillard, mais alors, on ne peut pas le recommander à tout le monde, parce que je le recommande à des amis qui sont souvent déçus, parce que c'est pas vraiment des romans, ce sont des... je sais pas comment décrire ça. Moi, ça me plonge dans le ravissement, ça me fait beaucoup rire. Mais, par exemple, l'auteur et moi commence par une dissertation sur l'horreur du gratin de chou-fleur. Et il y a des pages entières sur l'horreur du gratin de chou-fleur, mais avec beaucoup de variations. C'est souvent très drôle. Ça en fait 2. Carole Martinez et Éric Chevillard, merci beaucoup pour cette réponse. Alors ensuite, vous publiez avec Éric Nolot, que vous évoquiez à l'instant, votre complice, je crois que vous êtes toujours assez complice. Oui. Le Jour et Nolot, une parodie de La Gare des Michards, une version aggravée même, semble-t-il, de La Gare des Michards, mais c'est une sorte en réalité de nouvelle moquerie après la littérature sans estomac à l'égard de cette littérature que vous jugiez médiocre. Oui, je me suis amusé avec les textes, mais de manière différente, c'est-à-dire que on se contentait en gros de présenter certains textes d'écrivains contemporains, de les annoter et de proposer, comme dans les classiques qu'on avait quand on était gamin, de proposer des exercices sur ces textes. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que la réaction de certains journalistes qui soutenaient ces auteurs, c'était de dire qu'on les avait parodiés. C'est-à-dire que les extraits qu'on met sont tellement grotesques qu'eux-mêmes ont cru qu'on les avait imités, alors que c'est vraiment le texte de l'auteur en question. Il est toujours disponible, Le Jour des Nolots. Je crois qu'il a connu plusieurs rééditions, même augmentées. 4 éditions. C'est quand même pas mal. Et assez vite, vous vous mêlez d'autres choses que de littérature. En 2007, vous publiez Les carnets d'un voyageur zoulou dans les banlieues en flammes, un titre déjà très évocateur. On a le sentiment, vous allez me dire ce que vous en pensez, que votre œuvre d'essayiste, vous préférez ce mot à celui de pamphlétaire, est progressivement passée de la littérature, de la critique littéraire, même si vous ne l'avez pas délaissée ensuite, à une réflexion beaucoup plus globale sur l'évolution de la société et de la culture.
Pourquoi cette évolution, si c'est le cas? Est-ce parce que vous avez le sentiment d'avoir dit l'essentiel sur l'état de la littérature actuelle, ou bien parce que vous avez été appelé tout simplement par d'autres nécessités auxquelles peut-être la littérature vous a conduit, ou bien encore peut-être parce que la littérature est englobée par les mouvements de pensée que vous dénoncez aujourd'hui? Oui, on ne peut pas être indifférent toujours à ce qui se passe. Et quand on a la chance de pouvoir être publié, j'avais une chronique notamment dans l'Obs, quand on a cette chance, on passe un peu effectivement à la réflexion sociale, qui de toute façon n'est jamais tout à fait absente de la littérature non plus. Il y avait cette dimension, notamment en ce qui concerne l'éducation nationale dans Festin secret, et j'ai glissé un petit peu effectivement dans la critique ou dans la réflexion sociale. Vous avez fait paraître en 2022, il y a seulement 1 an et demi, presque 2 ans, cet ouvrage, un ouvrage important dont nous allons largement reparler, La tyrannie vertueuse. Alors, il est question dans ce livre de thématiques dont on a beaucoup parlé, le wokisme, la cancel culture. Vous excuserez mon accent anglais qui n'est pas parfait. Mais on a l'impression, c'est très bien. On a l'impression, en vous lisant, que vous avez voulu faire une sorte de panorama, puisque vous passez en revue tous les aspects de la société, tous les domaines, tout ce qui pourrait finalement, tout ce qui peut être gagné par ce wokisme que vous déplorez. Alors, ma question, c'est la suivante. Autant vous avez fait un panorama de la littérature des années 2000 avec la littérature sans estomac, autant vous avez fait un panorama, mais de quelque chose d'autre. N'est-ce pas finalement, la tyrannie vertueuse, n'est-ce pas la pensée sans estomac? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je peux vous dire d'où ça procède. C'est-à-dire que on a l'impression que depuis, allez, soyons larges, que depuis le XVIIe siècle, l'histoire de la littérature, de l'art, est une progressive libération de la religion, de l'État, de la morale, jusqu'à une espèce de pic dans les années 70 et encore, où ça pouvait aller très très loin. Et donc moi ce qui m'a frappé, c'est que en gros à partir des années 1980-1990 et beaucoup plus maintenant, je me dis mais tiens, c'est la première fois depuis des siècles que la liberté d'expression régresse. C'est quand même quelque chose, hein. Il faut quand même le dire, et il faut essayer de l'analyser. Cet ouvrage commence par des lignes très très importantes. Alors vous rappelez que vous êtes viscéralement antiraciste, profondément féministe, résolument favorable aux droits des il faut le dire, parce que sinon on est qualifié de toutes ces sortes de choses, bien sûr. Non, mais je le rappelle en citant tout ce que vous dites vous-même, vous êtes résolument favorable aux droits des homosexuels, vous étiez favorable au mariage pour tous, et pourtant quelque chose se passe, quelque chose qui vous hérisse, comme on dit aujourd'hui, quelque chose qui vous révolte. Vous êtes un homme de gauche, vous avez du moins été un homme de gauche. Oui, j'étais, oui. On va en reparler. Un peu moins à force. Mais voici les premières lignes de cet ouvrage, et je les livre à la méditation des personnes ici présentes. Un militant de gauche, mort sous la présidence de Mitterrand et qui ressusciterait en 2022, n'en croirait pas ses yeux. Il verrait des partis de gauche défiler aux côtés d'extrémistes dévots pour s'opposer à ce qu'on critique, non pas même les dogmes, mais les exigences d'une religion en matière de mœurs. Il verrait des progressistes figurer dans des manifestations où l'on crie « mort aux juifs ». Il verrait des écrivains et des intellectuels de gauche signer des tribunes pour faire censurer des œuvres et obtenir la mise au ban de leurs auteurs. Donc finalement, vous, homme de gauche, que vous étiez du moins, il s'est passé quelque chose avec quoi vous n'êtes absolument pas d'accord. Et vous dites également, ce n'est plus la police de Pompidou qui traque les journalistes de Charlie Hebdo et les étudiants gauchistes, ce sont des syndicats étudiants de gauche, monde merveilleux. Alors question un peu banale, sauf si vous voulez poursuivre là-dessus, pardon. Non, dites-moi. Alors cette question est la suivante. À la lumière de tout ce que vous écrivez, les catégories de droite et de gauche sont-elles encore d'actualité ou sont-elles peut-être valables mais sous de nouvelles formes? Je n'arrive pas
parce qu'il y avait effectivement des mouvements qui se recommandent de la gauche et qui sont mêlés à ça, au nom de valeurs de gauche. Je n'arrive pas à qualifier de gauche, en effet, des gens qui veulent à tout prix restreindre la liberté d'expression. Il y a un renversement historique. Je pense qu'on s'en rendra compte beaucoup plus clairement d'ici quelques années, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Il y a un véritable renversement historique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la censure venait de l'État. C'est fini. Ça n'existe plus. Tout ce qui reste, c'est la protection des enfants, quelques mesures pour la protection des enfants, etc. Mais il n'y a plus de livres interdits du fait d'une action étatique. Et ça fait très longtemps que ça dure. Je crois que le dernier exemple, c'était l'épimonstre de Nicolas Genka, qui était dans les années 60. Vous voyez que c'est pas d'hier. Ce qui s'est renversé, c'est qu'on s'en prend à des livres, à des films, à des œuvres, non seulement du présent, mais du passé, à partir de quoi? D'interventions d'intellectuels, d'écrivains dans la presse, de pression de groupes informels ou d'associations, c'est-à-dire que ce sont les intellectuels ou la société civile qui, en faisant pression, parvient à empêcher les gens de s'exprimer et de parler. C'est un renversement total. Au nom de quoi? Au nom de ce que ces gens considèrent comme étant le bien. Alors le bien, il a changé de nature, mais c'est toujours le bien, la morale. Le problème, c'est que, je vous donne un exemple qui est assez frappant. Il y avait un article du Monde où il y avait sur une page une réflexion sur Bataille, la littérature et le mal, et de l'autre côté, une tribune d'écrivains à l'initiative d'Annie Ernaux, donc il y avait peut-être 50 signatures, qui disait « Il y a chez Gallimard un monsieur qui s'appelle Richard Millet, qui a écrit un livre, éloge littéraire d'Anders Breivik, c'est pas possible, ce monsieur ne peut pas continuer à travailler comme ça, à être chez Gallimard, à éditer les livres, etc. » Donc d'un côté, on continue à dire que la littérature a quand même quelque chose à voir avec le mal, c'est même peut-être sa spécificité, c'est le discours qui a à voir avec le mal, et de l'autre, on veut l'éradiquer, ce mal de la littérature. Il faudrait savoir. Je dirais même en passant que cette pétition a réussi, c'est-à-dire que Millet a été complètement marginalisé chez Gallimard, alors que c'était un très grand éditeur. Il a notamment édité et beaucoup travaillé sur Les Bienveillantes, qui était un très énorme succès de prix et de librairie. Et puis finalement, il a perdu son boulot. Donc on a à cette époque des gens qui se réclament, alors pour le cas d'Annie Ernaux, qui se réclament de la gauche, hein, vraiment, et qui, au nom de la morale et du bien, font perdre leur boulot à un collègue. L'URSS n'est pas morte. Si elle avait pu l'envoyer au goulag, elle l'aurait envoyé au goulag. Avant de parler un peu plus du contenu de cet ouvrage, La tyrannie vertueuse, je voulais vous citer une tribune que vous connaissez probablement, qui a été publiée cette année au mois de mai par Le Monde, signée par un collectif d'universitaires. Le titre était « L'anti-wokisme est infiniment plus menaçant que le dit wokisme auquel il prétend s'attaquer ». Et cette tribune attribue toutes les attaques contre le wokisme à la pire extrême droite et les juge antidémocratiques. Que répondez-vous à cette tribune, ou du moins à son intitulé ? Ce que je réponds, c'est que ce qui me frappe beaucoup, et ce qui m'a frappé dès la littérature sans estomac, et il y avait un écrivain qui s'appelait Jean-Philippe Domecq, qui avait aussi écrit des textes sur l'art, c'est que d'un côté on argumente, j'argumentais quand même, lui argumentait. L'argument en face, c'est facho, 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 facho. C'est un peu court. C'est un peu court et c'est un peu facile.
je ne vois pas très bien en quoi le fait de défendre la liberté d'expression serait fasciste. Ou alors, moi, alors effectivement, je suis fasciste, alors, complètement. Et malheureusement, je crains que l'argument, la pensée d'une certaine gauche, ça ne soit plus que ça. Ils savent même plus, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple. Dans ce qu'on appelle le wokisme, il y a l'idée que chaque culture doit être, comment dire, doit rester dans son jus. C'est-à-dire que, par exemple, ça se passe aux États-Unis, si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas, ça a été dit très, très clairement, vous ne pouvez pas aller voir une pièce de théâtre et la critiquer si elle est écrite par un noir. Vous n'êtes pas... vous pouvez pas, parce que voilà, vous êtes d'une autre couleur. Souvenez-vous de la poétesse qui avait récité un poème lors de l'investiture de Biden. Il était question de la traduire aux Pays-Bas, en Espagne, etc. Aux Pays-Bas, c'était, si je me souviens bien, une femme. Bon, c'est déjà un bon point, mais pas noire. Donc il fallait. Alors il y a beaucoup de gens qui ont dit mais c'est pas possible. Enfin, il y a quand même des noirs qui peuvent traduire la poésie d'une noire. Tout ce discours-là, ça veut dire quoi ? D'abord, c'est une négation absolue de ce qu'est la traduction, puisque la traduction, ça consiste à se mettre dans un autre univers pour l'amener à un autre univers. Donc c'est une négation exacte de ce qu'est la traduction. C'est une négation exacte aussi de ce qu'est la culture, parce que la culture a toujours vécu d'échanges, même de vols, de captations, de dons, etc. Et l'idée de maintenir la culture complètement dans son jus, de dire que finalement... alors il y a aussi un raisonnement qui s'en prend au rationalisme et aux sciences dures. Ça se fait beaucoup dans les universités américaines, mais ça se fait aussi en France, au CNRS, je vous signale. Il y a un discours comme ça qui consiste à dire, finalement, la science occidentale, donc Einstein, Newton, tous ces salauds-là, c'est un produit du colonialisme. Il y a un vrai savoir indigène qui prend les choses de manière plus intuitive, donc c'est aussi une source de vérité. C'est-à-dire que, à la limite, là on est dans l'obscurantisme le plus total, c'est-à-dire que on en vient à dire que finalement la Terre, pourquoi pas, la Terre est plate, elle repose sur deux tortues, pourquoi pas, c'est une vision intuitive intéressante. Je me permets quand même de signaler que le fait que des cultures ne puissent pas communiquer doivent rester pures et qu'il y a une manière intuitive d'aborder la vérité, ce sont des discours de Goebbels. Des discours de Goebbels. C'est-à-dire que moi, on peut me dire facho, facho, sur aucune base, et moi j'ai des bases pour dire vous avez exactement le raisonnement sur la culture que les nazis. Dans cet ouvrage, je le disais, vous faites une véritable radiographie de l'époque et de différents aspects. Vous passez en revue l'université, la judiciarisation, je ne vais pas y arriver. Oui, j'ai quitté l'université un peu tôt, il y a 5-6 ans, mais j'ai encore beaucoup d'amis et de collègues qui me disent régulièrement les étudiants refusent d'aborder des textes. Refusent d'aborder des textes parce que ça les choque. J'ai un collègue qui a été harcelé sur les réseaux sociaux parce qu'il avait fait étudier un poème d'André Chénier, qui était en fait un démarquage d'une idylle de Théocrite. Ça remonte pas à hier, donc ce sont des vieilles choses sur cette espèce de topos du satyre qui se précipite sur des nymphes. Bon, on sait très bien que c'est
une image culturelle, voilà, et puis c'est... comment dirais-je, les autres cultures ne fonctionnent pas comme nous. Il a été accusé par ses étudiants d'encourager la culture du viol. Or, la conséquence de tout ça, c'est que vous refusez de reconnaître d'autres cultures qui n'ont pas nos valeurs, c'est-à-dire que vous annexez tout le passé aux valeurs contemporaines, et surtout, et ça c'est peut-être le plus inquiétant, il faut rester confortable. Il faut rester confortable, il ne faut pas être dérangé. Or, la littérature, elle est là pour ça. La littérature doit vous secouer. Si c'est pour un ronron, c'est pas la peine, faites autre chose. Vous n'êtes pas obligé de faire des études de lettres si ça vous dérange. Mais il faut vouloir être secoué. Et Kafka écrivait également que si un livre ne nous réveillait pas au beau milieu de la nuit d'un bon coup de poing sur le crâne, ce n'était pas la peine de le lire. Voilà. Ça va un peu dans le sens de ce que vous dites. Vous évoquez justement le militantisme de confort, vous parlez d'énormément d'aspects de la société, mais il y a plusieurs constantes, évidemment, dans ce que vous relevez. Et l'une de ces constantes, dans tous ces domaines, c'est le refus, chez les wokistes, selon vous, du débat. Et au contraire, la pratique de l'intimidation, la menace, parfois mise à exécution. On pourrait citer plusieurs passages de votre livre, mais peut-être allez-vous vous-même réagir. Vous évoquez quand même de nombreux exemples très, très parlants. Donc, dites-moi. Vous dites « La critique et la discussion argumentée sont fascistes, l'interdiction et le lynchage sont progressistes. Par un réflexe de défense, la gauche sape ses fondements mêmes. » Finalement, c'est-à-dire que le wokisme, qui se réclame de la liberté d'expression, fait exactement l'inverse. C'est ce que vous dites. Je relève également un autre passage, à la page 86. Excusez-moi, j'ai qu'une main pour feuilleter le livre, une autre pour tenir le micro. C'est pas forcément très confortable. On aurait dû échanger. Donc vous évoquez également ici, voilà, donc... je ne retrouve pas le passage... Voilà. Alors, de plus en plus, au lieu de s'opposer à des mots par des mots, au lieu d'argumenter, on exerce des pressions, on intimide, on harcèle sur les réseaux sociaux, on boycotte, etc., etc. Et vous citez justement une réponse d'Alice Coffin à Alain Finkielkraut quand elle parle de la fin d'un monde. Voilà, voulez-vous réagir sur ce refus du débat, finalement? Oui, c'est ça qui me frappe, c'est que quand une opinion vous paraît scandaleuse, et je m'en suis pas privé, vous débattez. Vous la démontez, qu'est-ce qui vous en empêche? Non, il faut interdire. Il y a une véritable passion de l'interdiction, de l'empêchement de s'exprimer, qui, à mon avis, participe de cette puérilisation de la société. C'est-à-dire qu'on fait aussi pour les enfants. Il faut pas qu'ils voient ça. On ne sait jamais. Enfin, on est quand même grand. Même si on tombe sur un truc scandaleux, on est assez grand pour juger si c'est bien, si c'est pas bien. Pourquoi refuser de faire voir? Moi, ce qui me frappe, c'est que vous connaissez le phénomène, c'est très américain, mais ça a gagné quelques maisons d'édition, et il y a un type qui était dans les prix littéraires, qui en a eu un d'ailleurs, qui fait revoir son livre par ce qu'on appelle un sensitivity reader. C'est-à-dire que vous montrez votre texte à des gens dont le boulot est de vous dire « Ah non, ça va choquer, ça va pas aller, ça, etc. etc. » Dans mon dernier roman, que je suis en train de... qui est à peu près terminé, j'ai un personnage, d'ailleurs très peu sympathique, qui considère une jeune noire et qui dit « Ah, c'est une petite négresse, c'est un peu un animal, etc. etc. » Si je montre ça à une sensitive reader, elle m'a dit « Non, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas écrire ça. » Sauf que négresse était le mot couramment employé à l'époque, on n'en employait pas d'autres, et que ces représentations de l'animalité des Noirs étaient aussi dans les têtes. Donc, si vous effacez le mal, parce que oui, c'est une forme de mal, si vous effacez le mal, vous ne saurez pas qu'il a existé. Donc vous ne pourrez pas l'analyser. Vous ne saurez jamais comment on est arrivé à une autre situation. Freud appellerait ça du refoulement. Et quand on refoule, le retour fait très mal.
Il y a donc un refus du débat évident, selon vous, dans le wokisme. Mais si vous aviez le choix d'un débat avec un tenant du wokisme, à qui aimeriez-vous vous mesurer? Serait-ce un Geoffroy de la Gannerie, par exemple? Vous le citez à plusieurs reprises, le sympathique Geoffroy de la Gannerie, le fameux humaniste Geoffroy de la Gannerie. Peut-être que ça impliquerait qu'on resitue un peu le personnage. Je vous laisse vous en charger ou... Geoffroy de la Gannerie est quelqu'un qui a gagné une stature intellectuelle dans les journaux, notamment dans les journaux qui pensent bien, Le Monde, Libération, etc. etc. Alors qu'il a une mauvaise thèse, il n'est pas universitaire, il enseigne dans une école d'art, donc il est très embêté de ne pas avoir d'autorité intellectuelle, et il développe une sociologie qui vaut, à mon avis, pas grand-chose, mais surtout une idéologie. Vous pouvez l'entendre dire dans France Inter, je suis pour l'interdiction des idées lorsqu'elles s'avèrent qu'elles sont scientifiquement fausses, etc. etc. Impur, dit-il lui-même. Il emploie l'adjectif de pur et d'impur. C'est-à-dire qu'en fait, si on réfléchit bien, il est pour l'interdiction des idées qui ne sont pas les siennes. C'est-à-dire que toute opinion légèrement différente, par exemple, il a accusé Marcel Gauchet, qui est un immense, à mon avis, immense penseur, sociologue, historien des idées, d'être un fasciste, quoi, quasiment. C'est-à-dire que tout le monde qui ne pense pas comme Geoffroy de la Gannerie est un fasciste, il ne faut pas discuter avec lui. Et surtout, les opinions sociologiques, quand même, de Geoffroy de la Gannerie sont scientifiques. Ça vous rappelle rien ? La science prolétarienne. Il y a une science prolétarienne. On peut pas, voilà, c'est scientifiquement prouvé. On l'a vu d'ailleurs, ça a bien marché. Et donc, si vous aviez le choix d'un débat avec un tenant de la cancel culture, qui choisiriez-vous? Oui, lui, par exemple, mais Vous n'êtes pas sûr qu'il accepterait, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais je pourrais pas ne pas m'énerver, quoi. Ça finirait mal. Il faudrait pas laisser les gants de boxe au milieu de la table. Non, parce que c'est... Je veux dire, ça peut aller très loin, ces choses-là. Il y a des gens qui se sont... Bon, il se trouve que j'ai une bonne encaisse. Mais enfin, quand j'ai sorti un bouquin de critique littéraire avec 5 pages sur Le Monde, attention, en même temps je devais publier un article sur l'université, rien à voir, très sérieux, voilà, dans les temps modernes, la revue de Sartre, qui était dirigée à l'époque par Lanzmann, article refusé. Alors qu'il était prévu, article refusé, portrait qui devait être fait dans le monde normal, intervention du monde des livres, j'avais fait l'interview et tout, interdit. Je participais au festival de Bron, et Le Monde qui était partenaire leur téléphone et leur dit non, si vous l'invitez, on n'est plus partenaire. Enfin, tout ça. Il faut savoir que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la censure du 19e siècle a été très pratique. C'était une censure d'État, donc elle était repérable. Je veux dire que quand Baudelaire se fait censurer une partie de son recueil, tout le monde le sait. Donc tout le monde peut réagir. Aujourd'hui, la censure, elle est en amont. Donc c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus pernicieux. Soit on ne vous publie pas, comme ça vous la fermez, c'est beaucoup plus pratique. Et surtout, ou alors un éditeur va vous dire « Ah non, je prenais l'exemple des sensitivity readers, non, faut pas dire ça, faut être un peu plus... voilà. J'ai fait 12 ans d'une chronique à peu près hebdomadaire dans Bibliops où j'avais toute liberté. Et à la fin, à chaque fois, c'était le service juridique. Ah, c'est compliqué, tu peux pas dire ça, machin, truc. J'ai fini par laisser tomber. Et puis surtout, et le pire, c'est que ces censures, ces idées sont intégrées par les créateurs eux-mêmes, qui finissent par penser comme ils doivent penser.
Une autre constante, parmi tous ces aspects que vous évoquez... Je vous donne un exemple. À la Villa Médicis, il y avait une immense tapisserie, magnifique, où on voyait des Noirs débarquer au Brésil, et les artistes sur place, c'est beau les artistes, hein, ils ont les idées larges, on dit non, il faut décrocher cette tapisserie, c'est colonialiste. Alors déjà, bon, je veux dire, il faut prendre les objets historiques comme des objets historiques, c'est tout, voilà. Et surtout, c'était une connerie monumentale parce que c'était une ambassade d'un roi africain au Brésil. Je vois pas en quoi c'est colonialiste. C'est-à-dire que l'ignorance se mêle à la bêtise quand même. Une autre constante, et elle illustre un grand renversement là aussi, c'est le refus de l'universalisme chez les personnes qui défendent la cancel culture. Vous dites justement qu'ils sont pour des identités cloisonnées, vous en parliez tout à l'heure, des identités qui ne se rencontrent pas. Comment interprétez-vous, comment analysez-vous cet immense renversement de la part en plus de personnes qui se revendiquent de l'universalisme? Non, ils ne s'en revendiquent pas. Non, l'universalisme est dénoncé en tant que tel, franchement. Ils ne s'en rendent compte plus du tout. Je crois que ça vient de quelque chose qui n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une tendance du système marchand capitaliste à voler les idées, à voler les représentations. Mais ça a pris une telle étendue que ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, il y a eu ce qu'on appelle dans les années 60-70 en Angleterre, ce qu'on a appelé le blues boom, c'est-à-dire qu'il y avait plein de grands groupes de blues comme Alexis Corner, Ten Years After, Clapton, grand guitariste de blues. On pourrait très bien l'accuser de captation culturelle, parce que le blues c'est noir, c'est les esclaves, il n'y a qu'eux qui peuvent faire du blues. Je veux dire, c'est... Je vous arrête un instant. Le blues c'est un mélange de musique noire et musique irlandaise à la base. De musique irlandaise et musique noire. Oui, bon, ça... Le jazz qui est purement noir, à ma connaissance. Donc l'exemple du blues... Oui, je suis pas d'accord avec vous, mais enfin bon, on en discutera après. On discutera après. En tout cas, pour l'idée intéressante de protéger des cultures fragiles, on en vient à nier la vie de la culture, c'est-à-dire les échanges et les mélanges. Je veux dire, à ce moment-là, la culture romaine est nulle et non avenue avec tout ce qu'elle a emprunté aux Grecs. Il y a également un autre aspect sur lequel vous insistez beaucoup, ce sont bien évidemment quelques armes pour lutter contre ce wokisme, et parmi elles l'humour. Vous parlez régulièrement du manque d'humour des personnes. Qu'est-ce qu'ils sont sérieux, hein, c'est extraordinaire. Vraiment, ce sont des dogmatiques en fait. Des dogmatiques, et surtout ce qui me frappe, ce sont des moralistes. C'est le retour à fond de la morale qui avait un petit peu disparu du domaine des beaux-arts et de la littérature. Vous faites vous-même preuve d'un certain humour. Quand vous parlez de l'écriture inclusive, vous dites « Incapable d'être oralisé, incapable de produire de la littérature, l'inclusif réduit la parole féministe à cette triste caricature, une langue bureaucratique. » Et vous vous amusez souvent dans vos ouvrages à étudier les novlangues ou les modifications du langage avec leurs travers. Alors, ma question est la suivante. Je voudrais m'arrêter sur cette histoire d'écriture inclusive, parce que le problème, c'est que... Enfin, il y a un problème. Quand vous dites les écrivains, par exemple, vous incluez Marguerite Yourcenar, aussi bien que Proust, etc., les écrivains, mais il me semble, enfin peut-être je me trompe, que dans l'image mentale, quand vous dites les écrivains, vous avez une image masculine. C'est vrai que ça peut poser un problème. Et donc, moi ça me gêne pas du tout qu'on dise écrivaine, qu'on féminise les noms, c'est très bien, parce que
tout simplement, les femmes accèdent de plus en plus à des fonctions ou à des postes qu'elles n'occupaient pas, donc c'est normal que ça se féminise, je vois aucun inconvénient. Le problème se pose à partir du moment où on passe au pluriel, au collectif. Or, le problème, c'est que la langue, toute langue est économique. Toute langue veut aller assez vite. Et alors, dès qu'on commence à dire les écrivains, les écrivaines, les ceci, les cela, à chaque fois, ça devient extrêmement lourd. Le problème de l'écriture inclusive, c'est-à-dire point, ES, etc., c'est que, comment dire, elle marche à l'écrit. Donc c'est forcément une culture de l'écrit. Or, je trouve que l'oralité, notamment par rapport à la littérature, est fondamentale. Il se trouve que je fais partie depuis de nombreuses années d'une petite compagnie qui lit des textes classiques ou contemporains à l'oral. On a des publics très mélangés et on a des publics qui n'auraient jamais osé mettre un nez dans un roman et qui tout à coup en entendant ça se disent mais c'est génial, il faut absolument que j'achète ce bouquin, etc. Et j'aimais beaucoup quand j'étais gamin l'exercice de la récitation. Or, donner un texte en écriture inclusive à un gamin, comment est-ce qu'il va l'oraliser, ça? C'est absolument impossible. Donc vous êtes condamné à rester à l'écrit. Vous ne pourrez jamais passer à l'oralité avec ça. Avec en plus cette idée qu'on a vraiment un problème d'orthographe aujourd'hui. Il y a vraiment une déshérence de l'orthographe. Et vous allez compliquer encore quelque chose que les gens n'arrivent pas à maîtriser. Je vous donne un excellent exemple. Il y avait un tract de l'UNEF, que je dois citer dans le texte, donc un tract du syndicat étudiant, qui était en écriture inclusive. Bon, très bien, sauf qu'ils oublient 2 accords au féminin. c'est bête, hein. On aura compris votre peu de goût et d'affection pour l'écriture inclusive. Parmi d'autres formules assez savoureuses qu'on trouve dans votre ouvrage, vous parlez des créatures pittoresques issues du ventre fécond de cette idéologie en parlant du wokisme. On a l'impression que vous essayez, par l'ironie, par un côté mordant de votre écriture, de retourner contre ces personnes, ou plutôt de leur envoyer ce qu'elles n'ont pas, c'est-à-dire tout simplement la légèreté et la subtilité de l'humour. Une question très générale, mais Pierre Jourde, est-ce que vous redoutez, comme Milan Kundera, le jour où Panurge ne fera plus rire? Le jour où l'humour pourrait disparaître? Non, j'y croyais pas, jusqu'à ce que je m'aperçoive, à mon grand étonnement, que il m'arrive assez souvent de faire preuve d'ironie, et notamment de cet instrument ironique par excellence qui s'appelle l'antiphrase. C'est-à-dire, vous dites quelque chose pour faire entendre le contraire. Eh ben, je m'aperçois que ça n'était plus compris du tout. C'était pris au premier degré. Et ça, c'est terrible. Essayez, en première année, en fac, de faire lire le fameux livre de Montesquieu sur l'esclavage, où en fait il fait de l'antiphrase. C'est-à-dire qu'il prend un petit peu le point de vue de l'esclavagiste, il a l'air de défendre l'esclavage pour le descendre. Et ben les gens seront scandalisés parce qu'ils vont penser que c'est un texte pour l'esclavage. Et ça, c'est effrayant. Parce que l'ironie a toujours été l'instrument même de la libération par rapport à tout ce qu'on veut nous imposer comme obligation, comme idéologie, comme morale, comme religion. Si on comprend plus l'ironie, on n'a plus cet instrument. Et puis, c'est pas bien de se moquer des gens. C'est pas bien, c'est pas moral. Ce qui est extraordinaire, quand même, dans tout ça, c'est qu'on est dans un pays qui peut arriver à dire pique-pendre et à se moquer, à traîner dans la boue ses dirigeants politiques, mais pas ses écrivains. Les écrivains, ou ces intellectuels, c'est des vaches sacrées. Pourquoi? Si vous êtes un écrivain, vous êtes un héros.
Vous venez ici, il y a plein de gens qui vous écoutent, il y a des articles sur vous, donc vous êtes Superman en fait. Mais attention, Superman, qui dès qu'il rencontre un ennemi, dit « Ah non, non, je veux pas ». Il faudrait savoir, vous êtes un héros ou vous n'êtes pas un héros? Ça fait partie aussi du travail d'écrivain que de se confronter à l'opposition. Et ça permet aussi, pourquoi pas, de se construire. Mais vous savez, dans tout ce que j'ai écrit, parfois de vraiment, vraiment pas gentil, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains que j'avais assaisonnés, et ils ont toujours été très fair-play, presque toujours. Sauf Christine Angot, mais bon, ça c'est un cas particulier. et certains, il y en a même un qui est devenu un ami intime, c'est pour vous dire. Non, c'est les journalistes qui supportent pas. Parce que les journalistes, c'est un vrai pouvoir, et le pouvoir n'aime pas qu'on le remette en cause. Cet ouvrage, je le disais tout à l'heure, est plus un essai qu'un pamphlet, puisque vous argumentez, vous donnez de très très nombreux exemples de ce que vous mettez en accusation. Alors l'exemple, peut-être, à mon sens, le plus parlant, en tout cas le plus effrayant, c'est celui de cet autodafé qui a eu lieu au Canada en 2021, information relayée par Le Point, par Marianne, je crois, par des hebdomadaires très très sérieux. En 2021, je le disais, au Canada, près de 5000 ouvrages accusés de véhiculer des stéréotypes ont été retirés des rayons dans une école, brûlés lors d'une cérémonie de purification par la flamme, c'était entre guillemets, donc sans doute les mots employés par les personnes qui ont allumé l'incendie, et les cendres de cet incendie ont servi d'engrais pour planter un arbre, sans doute l'arbre d'une liberté nouvelle. Alors, vous citez beaucoup de cas très, très impressionnants d'attaques contre les livres, des livres censurés dans des bibliothèques, et vous montrez également que... Goebbels, Nuremberg. Je n'ai pas eu besoin de poser de questions. Où est le fascisme? Allez-y. Vous citez parmi les cibles de ce wokisme des personnalités qui sont loin d'être d'afro-réactionnaires, Ariane Mnouchkine par exemple, et vous montrez justement que d'une manière tout à fait intéressante, les personnes auxquelles s'en prennent les wokistes, selon vous finalement, ne sont pas des réactionnaires, ne sont pas des fascistes, mais au contraire des personnes ouvertes au débat, dites-vous. Tout à fait, ouais. La plupart du temps, c'est eux qui prennent, ouais. Ouais. Ce qui est... Alors, vous prenez cet exemple, mais vous savez, on pourrait le multiplier... à l'infini. De plus en plus, notamment, il va falloir, quand vous présentez un film aux Oscars, que toute la production soit à moitié noire, à moitié blanche, que toute la distribution soit à moitié noire, à moitié blanche, et ça se répand dans tous les domaines, dans toutes les activités. Moi, l'exemple qui m'a vraiment horrifié, c'était à la Sorbonne, à propos d'une pièce d'Eschyle qui était représentée à la Sorbonne, qui s'appelle Les Suppliantes. Or, Les Suppliantes, c'est une pièce d'Eschyle qui raconte que des Égyptiennes fuient l'Égypte, où on veut les marier contre leur gré, et demandent asile à la Grèce. En gros, pour faire simple. Et le metteur en scène avait comment dirais-je, avec cette idée que les Égyptiens étaient noirs, ce qui est défendu, à mon avis, à tort par certains militants noirs aujourd'hui, avait fait peindre les visages de ces actrices en noir. Donc, si vous voulez, on a un texte qui peut être considéré comme féministe, c'est-à-dire des femmes qui fuient le patriarcat pour demander asile à la Grèce, et un texte, comment dirais-je, sur la négritude aussi, puisqu'il rend noirs les Égyptiens. Or, on considère que ça, c'est dû... je ne sais plus quelle est l'expression aux États-Unis. Blackface, non? Blackface. C'est-à-dire ce phénomène qui est né en gros dans les années 20, si je me souviens bien, notamment avec le jazz, où des chanteurs blancs se grimaient en noir pour chanter du jazz ou des choses comme ça, avec parfois effectivement, mais pas forcément d'ailleurs, mais parfois des intentions ironiques. Alors, d'abord, je ne vois pas du tout le rapport. Ensuite, il faut quand même expliquer aux gens que le sens d'une démarche, c'est aussi ça marche avec tous les à côté.
ce metteur en scène avait travaillé en Afrique avec des Africains, etc., etc. Eh bien, avec le soutien des syndicats étudiants, notamment de l'UNEF, il y a eu une intervention violente. Ils ont vraiment bousculé les actrices pour empêcher cette représentation parce que c'est un blackface. Là encore, tout à l'heure, je parlais de négation de la traduction. Ça s'appelle négation du théâtre. Parce que le théâtre, ça consiste quand même à ce que quelqu'un prenne une autre identité que lui-même. Il y a eu une infinité d'exemples où des femmes jouaient des hommes ou des enfants. Est-ce qu'il faut être indien pour jouer un rôle d'indien? Est-ce qu'il faut être bossu pour jouer un rôle de bossu? Je veux dire, le théâtre, c'est justement le fait d'endosser toutes les identités, de ne pas y rester enfermé. Et là, on est encore à nouveau dans cet exemple surtout, n'endossez pas d'autres identités. C'est terrible de la part d'étudiants, à la Sorbonne même. On en arrive là, mais on en arrive très très loin. J'ai participé à un débat à la Sorbonne sur la déconstruction. Il y avait des gens extrêmement savants qui venaient analyser la conséquence de la philosophie de gens comme Derrida ou Foucault sur les mouvements, justement, wokistes, etc., l'absence de l'universalisme, etc. Et j'intervenais notamment sur les sciences dures, en montrant que, par exemple, et c'est un vrai suicide intellectuel, où il y a des raisonnements, parfois aux États-Unis, j'en ai parlé tout à l'heure, pour dire que les mathématiques, c'est un concept blanc et colonialiste. Alors que les mathématiques sont le langage le plus universel qui soit, justement. Tout le monde, dans n'importe quelle langue, comprend les mathématiques. Ben non, il faut pas. Il faut pas. C'est absolument effrayant, c'est un suicide, c'est vraiment un suicide intellectuel, et je pense que les universités américaines sont en train de se suicider. Eh bien, les comptes rendus de ce colloque étaient vraiment intéressants, il y avait des débats, etc. Dans le Nouvel Obs, dans Libération, c'est des fachos. Voilà, c'est des fachos. Point. Alors, l'embêtant, c'est qu'à force de traiter de fachos des tas de gens qui ne le sont pas, qu'est-ce qui se passe? Vous habituez les gens à penser que les fachos, des fois, ils sont sympas quand même. Ils argumentent, ils sont pas bêtes. À propos des mathématiques, vous dites justement, vous citez Laurie Rubel, qui écrit 2 + 2 = 4, pue le suprémacisme du patriarcat blanc, mais vous soulignez après ce détail très intéressant, elle semble ignorer qu'elle utilise des chiffres arabes pour parler de domination blanche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ce qui est étonnant, c'est que tous les gens qui publient ces raisonnements le font sur des ordinateurs. Les ordinateurs, ils fonctionnent grâce aux théories colonialistes blanches. Ils envoient ça sur Internet qui fonctionne grâce aux théories colonialistes blanches, etc. C'est-à-dire ils utilisent le résultat des recherches scientifiques qu'ils condamnent. Il faudrait savoir. Alors évidemment, je comprends le déclic. C'est-à-dire que ils se disent, voilà, il y a un étudiant noir qui débarque à l'université, il s'aperçoit que, en gros, tous les grands savants de l'histoire, c'est des occidentaux blancs. Ah oui, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Qu'on leur fait étudier beaucoup la grande musique, c'est des hommes blancs. Ah oui, Bach, c'est pas une femme noire, c'est vrai, c'est incontestable. Alors, on peut avoir une volonté de rééquilibrer, effectivement, mais il y a des raisons pour ça. Il y a quand même des raisons pour ça. Pourquoi est-ce que tous les grands scientifiques sont des occidentaux blancs? Parce qu'il y a une histoire qui s'appelle celle de l'Occident, qui vient de la Grèce antique, qui est l'esprit de discussion. Ça vient de Socrate. L'esprit de remise en cause. Et, in fine, l'esprit de remise en cause des dogmes religieux qui a permis l'explosion de la science en Occident. C'est tout, c'est comme ça, c'est l'histoire. L'histoire, elle n'est pas forcément morale, elle n'est pas forcément égalitaire, c'est l'histoire.
C'est ça qu'il faut d'abord expliquer. Je veux dire que si ça devait fonctionner comme ça, moi je viens d'une famille auvergnate où les gens étaient au cul des vaches à 6 ans. Ma mère, elle a commencé comme caissière chez Viniprix, et mon frère comme chauffeur. Si ça devait fonctionner comme ça, je sais pas, je jouerais de l'accordéon dans les baloches, et je ne serais pas universitaire. L'importance de l'éducation, c'est pas de conforter les gens dans ce qu'ils sont, c'est de leur faire découvrir autre chose que ce qu'ils sont, d'abord. Vous écrivez « Ce ne sont pas les militants d'extrême droite qui sont menacés, ce ne sont jamais les vrais racistes, mais au contraire ceux qui invitent à réfléchir, ceux qui se posent des questions. » Oui, parce que c'est là qu'est le danger, c'est là qu'ils le sentent, le danger. Oui. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que finalement, tout ce système-là, c'est-à-dire cette volonté affichée d'éclater la société, en communauté, en identité, en individu, ça sert parfaitement le grand capitalisme. Ça assoit son pouvoir, et d'ailleurs ça se vérifie dans le fait que les grandes fondations aux États-Unis soutiennent ces mouvements, financièrement. Vous voulez poursuivre ou je passe à la question suivante? Après, il y a la partie... Oui, mais vous avez encore le temps de développer. D'accord, allez-y. d'accord. Donc je passe à la question suivante. Voilà. Pierre Jourde, donc une autre question. Vous parlez du wokisme comme d'un authentique danger. Vous dites... Attention, ça n'existe pas. C'est-à-dire, si vous regardez les journaux qui pensent bien, comme le wokisme, ça n'existe pas. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. C'est comme l'islamo-gauchisme. D'où ça sort, ça? Il n'y a jamais des gens de gauche qui soutiennent l'islamisme. Non, ça n'existe pas. Vous écrivez à propos des militants identitaires, qui sont parmi vos cibles préférées, « S'ils l'emportent, ce sera une régression sans précédent de la culture ». Donc des mots assez forts qui montrent votre très très forte inquiétude. Vous dites également « Ce dont ils rêvent, c'est d'un nouveau cataclysme culturel, d'un nouvel incendie de la bibliothèque d'Alexandrie ». Là aussi des mots très très forts. Et pourtant, vous en parlez aussi comme d'un courant qui est appelé à n'être que passager. Alors là, je cite un autre passage, vous dites... vous parlez justement de postes universitaires créés pour des personnes qui remplissent toutes les conditions par rapport au wokisme, et vous dites « c'est la mode, elle passera aussi vite que les manteaux maxi ou la nouvelle philosophie. Les poubelles de l'histoire intellectuelle ne tarderont pas à accueillir ces pinsomes soviétiques hautement périssables. » Alors finalement, ce que vous dénoncez est-il un véritable danger ou n'aura-ce pas été en définitive qu'un feu de paille? C'est un danger si on les laisse faire. Si on ne résiste pas. Et de toute façon, c'est un danger dans la mesure où beaucoup de gens en souffrent, beaucoup de gens prennent des coups. Je ne sais pas si vous connaissez ce cas d'école de l'auteur de Harry Potter. Où elle a osé dire, je crois sur Internet, que être femme, c'était un phénomène naturel. Ça peut se discuter. On peut très bien lui opposer en disant que non, être femme, c'est une construction, machin, c'est une construction sociale. Enfin, ça se discute. C'est pas comme s'il avait dit il faut exterminer les juifs. Vous voyez, eh bien, depuis, elle est harcelée, elle disparaît, son nom disparaît de toutes les franchises de Harry Potter, elle est effacée, éradiquée. Pour ça. C'est-à-dire, on considère que ce qu'elle a dit, c'est une expression de la haine des LGBT, etc. C'est quand même extraordinaire. Cela dit, quand j'avais 20 ans, que j'étais responsable de l'Union des jeunes communistes à la fac, on n'était pas très malin non plus. On avait des discussions un peu musclées avec les trotskistes, avec les machins, avec les trucs qui n'étaient pas très malins non plus. Ça a fait des ravages. Ça a fait des ravages pendant 20 ans, on est passé à autre chose. Je pense que ça va se passer comme ça. Simplement, ce qui est très embêtant, c'est qu'au départ, il y a une cause qui est juste, c'est-à-dire lutter pour que
les homosexuels ou les transsexuels ne soient pas moqués, harcelés, et leur place dans la société, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait souhaitable. Mais à force de prendre les choses aussi agressivement, comme je vous prends l'exemple de l'auteur de Harry Potter, les gens, je veux dire les gens simples, voilà, le peuple, ça existe encore, le peuple, ils n'en peuvent plus. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voter, oui, pour l'extrême droite, bien sûr, tout de suite, parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est ça le principal effet. J'allais vous en parler, puisque vous évoquez cette formule récurrente, faire le jeu du lepénisme, faire le jeu de l'extrême droite, mais vous dites que, selon vous, c'est le wokisme qui fait le jeu de l'extrême droite. Ah bah oui, ça, je pense, c'est un boulevard. Je vais vous citer, là aussi, je ne feuillette qu'avec une main, c'est pas très pratique. Voilà, vous citez Simone Rodan-Benzaken dans le Huffington Post en 2016, qui dit que les progressistes creusent leur propre tombe et favorisent l'avènement des populistes qui jouent sur les peurs et trouvent des réponses simples à des problèmes complexes. Vous faites vôtre cette parole. Relativement. Alors nous évoquions la possible fin ou la probable fin de ce wokisme, parler notamment de l'intersectionnalité, une intersectionnalité, dites-vous, intenable, qui n'est pas tenable. L'intersectionnalité part de l'idée que dans nos sociétés, toutes les luttes, au fond, sont fraternelles, ont le même intérêt et doivent agir ensemble. Donc, les homosexuels contre l'homophobie, les femmes contre la misogynie, les musulmans contre la détestation de l'islam. Ça va être compliqué, les gars. Essayez d'être homo dans un pays musulman. Essayez d'être femme en Arabie Saoudite, en Iran, ou même quand ce ne sont pas des pays qui sont sous une loi, mais avec les coutumes. Essayez toujours d'être femme en Algérie, vous m'en direz des nouvelles. Mais ça, il y a une négation complète de ce problème. Parmi les autres dangers que vous n'évoquez pas, c'est que nous sommes tout simplement dans l'ère de l'immédiateté. Le wokisme ne va-t-il pas passer avec le vent de l'époque ? N'y a-t-il pas un autre mal qui va très vite succéder au wokisme ? Mais finalement, le wokisme n'est-il pas appelé à disparaître assez rapidement ? Va-t-il plonger ses racines dans les années à venir ? Je ne sais pas. Franchement, là, je ne suis pas prophète. Je pense que ça ne tient pas. Ça fonctionne aussi beaucoup en fait, c'est ça qui m'embête, ça fonctionne énormément sur l'ignorance et l'inculture. C'est-à-dire qu'on a quand même démoli le système d'éducation. On avait un système d'éducation qui marchait du feu de Dieu, où il y avait vraiment des possibilités d'ascension sociale. C'est mort. C'est complètement mort. Donc il y a vraiment un problème de gens qui sortent d'années et d'années dans des systèmes éducatifs qui ne savent pas parler anglais, qui ne savent pas orthographier une phrase, qui ne savent pas tenir qui savent pas, faire tenir une... Dans les premières années à la fac, je voyais arriver des gens, j'ai dit « Oh la vache, mais je peux pas enseigner la littérature. Il faut d'abord que j'enseigne la phrase. C'est pas mon boulot. » Donc ça, c'est embêtant, parce qu'effectivement, vous ne jugez qu'immédiatement. Quand vous avez un peu de culture, ça veut dire que vous avez une connaissance du passé, et donc vous pouvez relativiser ce que vous êtes maintenant. Ce qui me frappe, c'est qu'on absolutise ce qu'on est maintenant. Vous parliez à l'instant d'inculture, de bêtise, ça rejoint la question que j'allais vous poser. La faute à qui ou à quoi ? À la bêtise, à l'inculture, à la malveillance, à l'imprudence, ou tout simplement, pourquoi pas, à une hypersensibilité généralisée. Nous sommes peut-être dans une époque des offensés perpétuels. Vous citez un titre, je crois, de Caroline Fourest, Génération offensée, quelque chose comme ça. Est-ce que ce n'est pas cette espèce d'attitude d'écorché vif qui crée finalement ces réactions épidermiques ? Oui, mais enfin, tout le monde est écorché vif. Vous et moi, nous sommes écorchés vifs. Je veux dire... Le tout, c'est d'accepter ce qui est différent, ce qui dérange, c'est ça. Et ça s'apprend. Or, je veux dire, il y a eu vraiment
Et je l'ai vu, parce que j'ai commencé au collège au Marbre de Verre, pas très loin d'ici. J'ai fait un peu toute la France, puis après je suis passé au lycée, puis après je suis passé à l'université, et j'ai vu, de mes yeux vus, la démolition systématique du système. Sur quel principe ? Très simple. L'école n'est pas assez démocratique. On ne peut pas concevoir que quelqu'un sait et va imposer son savoir à des enfants qui vont le recevoir. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que les enfants construisent eux-mêmes leur savoir. C'était la grande idée qu'on a essayé d'imposer partout, qu'ils construisent eux-mêmes leur savoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les enfants des classes populaires vont ressortir, ils vont construire eux-mêmes leur savoir, ils vont ressortir ce qu'on entend à la maison, ce qu'ils voient à la télévision, etc. Et que les enfants des classes bourgeoises, qui ont eu la chance, eux, d'avoir une construction de savoir à la maison, ça va être facile pour eux. L'autoroute était ouverte. L'autoroute était ouverte. Après, on se demande pourquoi il n'y a plus d'ascension sociale. C'est pour ça. C'est pour cette idéologie qui favorise, sous prétexte, alors c'est une idée de gauche, hein, attention, c'était Mitterrand, Jospin, etc. Une idée de gauche qui a été appliquée largement par la droite de toute façon. Il faut être démocratique à l'école, sauf que dans la réalité, ça s'appelle de la démagogie, et dans la réalité, on n'apprend rien. Ma mère, après avoir été vendeuse chez Viniprix, est devenue institutrice, et elle avait la méthode alphabétique, elle était autoritaire, j'étais dans sa classe, j'avais la trouille, et des années après, les gens revenaient la voir pour la remercier de leur avoir appris comme ça à lire. Et dans mes cours au collège ou au lycée, je suis désolé, j'étais autoritaire, c'est moi qui sais, c'est pas vous. Et vous allez apprendre ce que je sais. Je suis là pour ça. Mais ça c'est pas bien. Voilà. Il faut pas de verticalité. Une dernière question sur cet ouvrage, Pierre Jourde. À la lumière de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, à la lumière de l'actualité, ajouteriez-vous une rubrique ou d'autres observations à cet ouvrage ? Non, là, j'ai pas d'idée, puis j'ai plus envie. C'est un peu fatigant parce que on se bat un peu contre des moulins. On en a marre au bout d'un moment. Je vous donnais cet exemple du colloque auquel j'ai assisté, dont on a publié les actes qui sont très savants, fachos. Donc au bout d'un moment, c'est fatigant. Votre dernier ouvrage s'intitule « On achève bien la culture », on va simplement l'évoquer, mais vous allez plus loin, plus précisément dans le domaine que vous évoquez dans le titre, celui de la culture. S'agit-il d'un post-scriptum à la tyrannie vertueuse, ou les deux doivent-ils être envisagés ensemble ? Ou séparément, pardon. Oui, la tyrannie vertueuse, c'est vraiment sur l'idéologie, c'est un combat d'idées. On achève bien la culture, il y a toutes sortes de chroniques sur beaucoup de sujets, notamment il y a quelques chroniques sur des écrivains que j'aime bien et à qui je dresse le portrait. C'est un peu plus varié, disons. Il y a Philippe Dian, je crois, notamment. Il y a Philippe Dian, il y a Le Clésio aussi, qui me semble l'exemple même de la fausse valeur. Mais bon, il faudra développer. Dernière question sur ce sujet, une question qui s'impose un peu. On a commencé avec la gauche, on a rappelé que vous veniez de la gauche. Cette question est la suivante. Et la droite dans tout ça ? A-t-elle été spectatrice, je termine juste, a-t-elle été spectatrice, complice, initiatrice, innocente ? Comment la situez-vous ? C'est un peu le problème de notre démocratie. J'ai l'impression que nous n'élisons plus nos dirigeants parce que nous les choisissons, nous les élisons parce qu'on ne veut pas des autres. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et oui, donc non, parce que la droite aussi a participé de ça, notamment dans l'éducation. Je peux pas la sauver. Autrefois, on disait, il y a 20 ans, on a la droite la plus bête du monde. Ok, on a aussi la gauche la plus bête du monde, et on est mal barré.
Vous avez anticipé sur la question provocatrice que j'allais vous poser. Vous avez déclaré à la radio, je crois, ne plus pouvoir vous dire de gauche. Pourquoi ne vous dites-vous pas de droite? Qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que c'est votre histoire? Est-ce que ce sont des convictions profondes? Ou allons-nous avoir un scoop aujourd'hui? C'est compliqué parce que je reste pour l'idée que l'État doit intervenir dans l'économie, doit avoir un rôle protecteur, mesuré, etc. Qu'il faut préserver les services publics, que la société marchande ne doit pas entrer systématiquement, notamment comme on l'a fait, et c'est une catastrophe dans les hôpitaux. Mon épouse qui a un master professionnalisant à la Sorbonne, qui marche du feu de Dieu, tous ses étudiants trouvent des emplois, etc. On lui a dit, il faut que ça rapporte. Putain, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc de ce point de vue-là, je suis plutôt pour... effectivement, c'est plutôt des idées un peu de gauche, mais avec toute cette idéologie que développe la gauche, avec tout ce qu'elle a fait à l'éducation, non, je suis désolé. Et vous évoquez à la fin de votre ouvrage un reste d'anarchie chez vous, des années 1970, d'idée que la société est répressive, que l'individu prime surtout. Vous êtes encore habité un peu par cet esprit? Non, je vous assure. Non, il y a une erreur là. J'ai dit ça? Oui, je vous le montre. Tenez, page 234, deuxième paragraphe. Il faudra vous en prendre à votre éditeur. Hein. Ah oui. Ça vous laisse songeur. De l'antiphrase. Ah oui, peut-être était-ce de l'antiphrase. Non. Oui, non, c'est vrai, mais vous savez, c'est des espèces de traces mentales de choses qu'on a pensées, pour lesquelles on se reconnaît plus, mais qui sont quand même un peu là. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. La toute dernière question, je vous promets cette fois-ci que c'est la dernière pour cette première partie. Alors, dans votre dernier ouvrage, vous évoquez plusieurs de ces aberrations auxquelles donne naissance, selon vous, le wokisme. Je vous cite. « Dans notre société, il faut le redire, il faut le hurler. Une Rokhaya Diallo qui a pu proclamer qu'incendier un journal satirique, ça n'est pas grave, n'est pas une paria. Elle est reçue, écoutée, honorée partout. Une Boutelja, raciste, homophobe, antisémite, soutien de Soral, est approuvée par notre Nobel Annie Ernaux parce qu'elle est de gauche, paraît-il, alors que ses idées sont un calque parfait des programmes fascistes. C'est beau, non ? Voilà ce que vous dites. Alors cette question sera la suivante. Toutes ces monstruosités auxquelles a peut-être donné naissance le wokisme, a enfanté peut-être le sommeil de la gauche, ne sont-elles pas un formidable terreau malgré tout pour l'écriture romanesque ? Envisagez-vous, en d'autres termes, un roman de cette période que vous jugez folle? Vous l'avez peut-être déjà fait. Et peut-être déjà un peu fait avec Festin secret, pardon. Il y avait Festin secret, mais c'était il y a longtemps. Je me pose toujours la question. Il faudrait faire ce roman. Est-ce que quelqu'un le fait? Non, pas encore, je pense. Je ne sais pas si j'ai le courage de m'attaquer. Il faut vraiment être très malin pour faire un roman là-dessus sans être caricatural. J'ai lu un ou deux romans qui faisaient ça, qui étaient pas mal quand même, mais qui n'ont pas été tellement reconnus, commentés forcément. Forcément, je veux dire, parce que cette pensée, elle est dans les rédactions des grands journaux, en fait. Le Monde, Libération, etc. Donc, vous ne pouvez pas passer cette barrière. Rokhaya Diallo, c'est très intéressant parce que un des grands moments de notre histoire, de la liberté, c'est que Charles X a été renversé parce qu'il voulait apporter des restrictions à la liberté d'expression des journaux, des restrictions à la presse. Il a été renversé pour ça. Et un siècle et demi plus tard, quelqu'un comme ça dit « incendier un journal, ça n'est pas grave ». Elle peut dire ça, et elle est reçue partout. C'est une héroïne. Alors que pour moi, c'est ça le fascisme, en
fait. C'est exactement ça. Et évidemment, ce journal qui n'était pas si grave d'incendier, ils ont tous été massacrés quelques années plus tard. Vous croyez qu'elle a fait son... vous croyez qu'elle a regretté, qu'elle a dit quelque chose là-dessus? Pas du tout. Alors qu'elle a participé à une idéologie qui a consisté à installer dans les esprits que ça n'est pas bien de critiquer une religion. C'est pas bien. Donc elle est moralement responsable de ce qui s'est passé. Merci beaucoup Pierre Jourde d'avoir évoqué avec nous votre œuvre d'essayiste. Nous en avons fini avec la première partie de notre rencontre. Donc on va peut-être boire un coup. Oui, on va boire un verre.